Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Olivia D'Acosta, a.k.a. Olivia Duplise, est à l'origine de Please Magazine, Please Radio et plus récemment de Pleaseness, qu'elle a conçu comme une émanation de Please. Pleaseness, c'est d'abord un e-shop, ça a aussi été un pop-up au printemps Haussmann, et c'est depuis quelques mois une boutique, située 33 rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement à Paris. On y trouve une sélection d'accessoires vintage qu'Olivia passe beaucoup de temps à chiner. Et c'est vraiment à son image. Ça brille, c'est graphique, c'est coloré, et il y a la dose de kitsch nécessaire à être finalement hyper pointu. Après avoir travaillé dans la pub, été agent de photographe même, directrice artistique, fondatrice donc d'un magazine, d'un podcast, elle est désormais commerçante. Et elle m'a confié, en off, après l'entretien, que cette boutique vient en quelque sorte concrétiser, matérialiser toutes ses obsessions. La photo, les bijoux, l'édito. Olivia a finalement consacré toute sa carrière à mettre les gens et les objets en valeur. Et c'est donc un peu à son tour d'être dans la lumière, maintenant qu'elle est au contact direct de la clientèle dans sa boîte à bijoux en 3 dimensions. Bonjour Olivia. Bonjour Lily. Je suis hyper heureuse de te rencontrer aujourd'hui. En plus, c'est vrai, c'est une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'on ne s'était jamais rencontrés en vrai avant. Exactement, c'est la première fois qu'on se voit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, je vais te demander de te présenter parce que c'est vrai que tu as tellement de métiers que je ne sais pas trop par lequel tu commences aujourd'hui. Et voilà, vas-y, explique-nous. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je vais quelque part et qu'on me présente, on dit toujours « Ah c'est Olivia Duplise ». Donc, je crois que je suis Olivia Duplise. Donc, c'est ton deuxième nom, en fait. C'est l'étiquette, ouais, c'est Duplise. C'est une particule. Non, mais je crois que j'ai créé ce magazine en 2007. Et donc, il y a 16-17 ans maintenant. Ouais. Et cette étiquette-là, elle me colle à la peau, bien que j'ai fait beaucoup de choses avant et que je continue à faire des choses après. Mais après, plus concrètement, je suis un peu un couteau suisse parce que j'ai commencé dans la publicité, pas très longtemps. Puis après, j'ai bifurqué dans la photo, agent de photographe. Puis après, je suis devenue photographe. Et puis, j'ai monté le magazine. Et puis, en parallèle du magazine, j'ai fait des podcasts. Et puis, j'ai lancé Pleaseness, la sélection de bijoux et accessoires vintage qui m'occupe aujourd'hui quasi à 100%. Voilà, en une phrase résumée. Parfait. C'est dur. On va évidemment rentrer dans le détail parce que j'ai plein de questions à te poser. Mais avant ça, tu sais, il y a la première question. The question. The question. Comme tu le sais, donc le titre de ce podcast, c'est Everything Happens for a Reason. C'est un peu mon mantra. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, Everything Happens for a Reason, pour moi, ça veut dire que rien n'arrive vraiment par hasard. Et c'est un mantra, moi aussi, évidemment, qui me parle, parce que moi, je crois absolument pas à la fatalité, au destin. Je crois aux opportunités et aux rencontres. Et moi, c'est ça qui a fait que j'ai avancé et que chaque step d'avant m'a amené au step d'après. Que j'ai saisi toutes les branches quand elles sont passées à côté de moi, que je les ai saisies et que j'y suis allée, quoi. Donc, rien n'est vraiment là par hasard parce que tu le décides
avec un petit coup de pouce du destin, parce que les rencontres, c'est aussi un petit peu ça. Mais voilà, il y a les rencontres, c'est comme en amour. Tu peux laisser passer la perle rare parce que t'as pas envie, t'es pas dans la bonne disposition, ou tu l'es et bam, tu l'as saisie. Donc voilà, moi je suis un peu d'accord avec ce mantra aussi. Ça tombe bien. Alors, on est chez toi. C'est pas ton appartement, alors mais c'est presque chez moi. C'est presque chez toi. Là, on est donc à la boutique. Donc, voilà. On est chez Pleaseness. Là, il est tôt, c'est fermé, il n'y a pas de clients. 33 rue d'Hauteville. 33 rue d'Hauteville. Donc, en fait, c'est vraiment une boutique qui me ressemble, qui est... mes copines, quand elles viennent ici, elles disent « Ah d'accord, donc c'est The Room ». Tu sais, Virginia Woolf, elle disait « Il faut avoir une chambre à soi ». C'est un petit peu ma chambre à moi. Ouais. Tout ce que j'ai pas pu faire à la maison, je le fais là. donc voilà, donc on est à la boutique. C'est un petit écrin que j'ai voulu penser, décorer à ma sauce. Et voilà, j'ai envie que ça te donne une petite partie de qui je suis, quoi. Ouais. Alors, tu dis un écrin. C'est vrai que pour moi, c'est une boîte à bijoux en 3D. Il y a le miroir au plafond. Ouais, exactement. Ça brille. Il y a des petites boîtes, des tiroirs partout. Il y a des étagères. Il y a des bijoux, évidemment, partout. Et ça brille. Ça brille. Ouais, c'est vrai que ça brille, ça shine, comme je dis. Ouais, moi je crois que j'aime tout ce qui brille, tout simplement, depuis toujours. Les bijoux, j'adore ça parce que ça brille. Les miroirs, j'aime pas particulièrement ça. Encore moins le reflet que ça renvoie. Mais oui, j'aime ce qui brille. J'aime les meubles 70s, le côté un peu clinquant, rutilant. J'aime le côté un peu carrosserie des bagnoles. Enfin, je sais pas, j'aime quand ça brille, quoi. Je préfère le brillant que le mat. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, pas mal. Quote of the day. Et cette boutique, tu disais, oui, je l'ai vraiment pensée. Et c'est vrai que tu as fait beaucoup de travaux ici. Alors oui, ici, c'était, il me semble, un espèce d'atelier de confection, donc c'était pas du tout ouvert au public. Donc quand j'ai visité le lieu pour la première fois, c'était monstrueux. Il y avait une espèce de faux parquet monstrueux par terre. Le plafond, c'était tout blanc, c'était les dalles qu'il y a là en miroir, mais elles étaient blanches. Ah oui, non, je pensais que c'était, tu sais, comme les sous-plafonds. Non, c'était ça, sauf que c'était comme un plafond à la Sécu ou à l'Ursaf, tu vois. C'est vraiment un truc pas glamour, mais je l'ai gardé parce que j'aimais bien ce petit côté 70s et j'ai mis des miroirs à la place. Top. Et voilà. Bon, je me suis fait un petit peu aider d'une amie architecte, donc je vais la citer parce que ça lui fera plaisir. Elle s'appelle Monica Kling, c'est une jeune architecte de talent. Génial. Et en fait, tout est parti d'une photo d'un backstage de Paco Rabanne que je lui ai montré. Et je lui ai dit, en fait, c'est ça que je voudrais. Donc un peu de marron et de l'argenté pour un peu fitter avec le doré des bijoux. Donc voilà ce que ça a donné. Ouais, c'est top, moi j'adore. Franchement, je suis rentrée là pour la première fois tout à l'heure, justement, et on a tout de suite envie de tout regarder, évidemment, et d'essayer et d'acheter. Enfin, c'est un peu le but, de toute façon, d'une boutique. Mais justement, tout à l'heure, c'est marrant, tu me disais, voilà, maintenant je suis devenue commerçante, tout ça pour ça, comme dirait ma mère. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est drôle parce que moi qui ai quand même gravité pendant 20 ans dans le B2B, que toi tu connais bien, à parler qu'à des directeurs de marketing, de com, des gens dans le business, et en fait là d'un coup je les vois plus du tout et maintenant je vois des vrais gens et ça c'est super réjouissant et rafraîchissant et ça fait du bien d'être dans le réel, ça fait du bien d'être avec des gens qui ont beaucoup de bienveillance, qui sont super comme toi enthousiastes quand ils rentrent dans la boutique et que je leur raconte un peu le projet. Quand ils rencontrent la boutique, c'est une personne. Et c'est presque raison, ça. Ouais. Et du coup, ça me met dans une autre galaxie qui est la vraie vie, quoi. Non pas que j'étais pas dans la vraie vie avant, mais tout est un drama, tout est compliqué, tout prend des proportions délirantes, surtout dans la mode, dans l'image, tout est une question de vie ou de mort. On se prend un peu trop au sérieux. On se prend complètement trop au sérieux et voilà, en fait, moi maintenant, je vends des bijoux pour des gens qui adorent ça, qui ont des occasions, des mariages, des fêtes, ou juste qui aiment ça. Ce qui me montre, je sais pas moi, leurs photos de mariage, de robes de mariée. Enfin, du coup, je commence à rentrer, je deviens psy. Moi qui n'ai pas du tout cette qualité d'écoute et tout, maintenant me voilà très
Ah, c'est drôle. Très à l'écoute des gens. Je me pensais misanthrope, je me découvre philanthrope. Non, je rigole, mais j'ai un vrai rapport avec les gens. Et ça, c'est vraiment la vraie surprise de ce changement de cap. C'est très drôle ce que tu dis, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une boutique parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime le contact et qu'on a envie d'être... Enfin voilà, il faut aimer tchatcher, il faut aimer en effet écouter. La base de la vente, c'est l'écoute. Bien sûr. Et donc, c'est très intéressant que tu dises qu'en fait, c'était pas vraiment ça au début, mais tu t'es découverte. Complètement. C'est génial. Moi, je voulais pas faire une boutique. En fait, j'ai toujours dit, même à Please Magazine, un jour, j'aimerais un lieu, mais un lieu, je sais pas, un lieu d'événements où on fait des rencontres, on fait des podcasts, on fait des fêtes, on organise des rencontres. Et ben, en fait, ce lieu, je l'ai pas fait, mais j'ai fait la boutique qui est un peu une extension de Please Magazine parce que quand on connaît Please Magazine, c'est un magazine qui est très coloré, très pop, où il y avait beaucoup d'accessoires, beaucoup de bijoux. Et ben, je dis toujours que c'est un peu une espèce d'émanation du magazine. C'est pour ça que ça s'appelle Pleaseness. Et voilà, mais tout ça est vraiment arrivé un peu comme tout dans ma vie. For a reason. For a reason, et un peu, je l'ai pas vraiment... Enfin, c'est pas un plan de carrière, quoi. Tout est arrivé un peu, pas par hasard, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai voulu, et je l'ai voulu très fort. Mais bon, après, je suis quelqu'un qui, je pense, est très impatient et qui aime bien qui s'ennuie vite et qui aime bien se lancer des nouveaux défis. Donc c'est vrai que j'avais peut-être fait le tour de la question sur la mode et sur l'image. Bon, je dis ça, rien n'exclut que je fasse un nouveau opus de Please et que je revienne d'une autre façon. J'en sais rien. Mais en tout cas... voilà, ça m'a amené là sans que je l'ai vraiment voulu et décidé que ce soit un plan de carrière. Ouais, justement, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu avais déjà un peu toute cette vision, finalement, depuis le début ? Enfin, reprenons au début. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Ouh là là, alors là, tu vas t'évanouir parce que c'est bien, ça va encourager plein de jeunes. Tant mieux. J'ai fait une maîtrise de droit public parce que moi, j'adore... Génial, donc on a un autre point commun. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis arrêtée à la licence, mais c'est drôle. Alors non, moi, j'ai fait la maîtrise et j'adorais ça. Mais bon, droit public, liberté publique, histoire de la Révolution française, j'adore l'histoire, je suis passionnée d'histoire. Bon, j'ai vite compris que ça allait me mener à pas grand-chose parce que je voulais pas être avocate, enfin je voulais pas travailler. Puis le droit public, c'est encore plus fermé que le droit privé. Ouais. Je voulais pas être avocate en droit des affaires, en droit civil, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Après, j'ai fait une petite année de césure en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mais moi aussi, je suis partie après la fac, c'est drôle, ouais, tu vois. Voilà. Ouais. Et quand je suis revenue, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, je vais faire une école de commerce. Ah oui. Ouais, et je me suis retrouvée à 22 ans, 21 ans, donc j'étais quand même assez vieille, à l'ESC Reims. Bon, là, ça a été une grosse claque, parce que je me suis retrouvée avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui faisaient les teufs au BDS, BDE, machin et tout. Donc, j'étais pas du tout dans le délire. Ouais. Pas du tout. Mais la seule... en vrai, j'ai détesté cette école. Mais le truc que j'ai vraiment adoré, c'est les stages. Et parce que ça, en droit, on n'en faisait pas à l'époque à la fac. Et là, d'un coup, il y avait 2-3 stages obligatoires. Et j'ai fait mes stages dans la com et dans la pub. Et là, j'ai eu le déclic. La com, j'ai adoré. Je me voyais déjà... patronne d'agence de pub, et comme moi je suis complètement obsessionnelle, j'étais abonnée à Stratégie, à CB News, je les ai tous gardés. Génial. Et j'apprenais tout par cœur. Donc quand j'ai passé mon entretien de recrutement chez BETC, je connaissais l'organigramme de toutes les agences de pub de Paris, et le big boss à l'époque qui m'a fait passer l'entretien, il était sur le cul parce que je connaissais tout. J'étais complètement, je connaissais tous les budgets, les binômes de concepteurs-rédacteurs, DA qui faisaient quoi, je connaissais tout. Donc voilà, donc j'ai bossé chez BETC. Donc ça, c'était en stage, hein ? Ah non, ça c'était mon premier job. Non, j'ai fait des stages chez BDDP, j'ai fait des stages chez une agence de pub qui s'appelait Bates. J'ai fait des stages dans 2-3 agences de pub et de com. Et donc mon premier boulot, c'était chef de pub. Pas du tout à la direction artistique ou quoi, parce que les gens pensent que je suis une grande artiste, mais pas du tout. J'étais chef de pub. Donc en prod, vraiment. En prod, non, c'est même pas de la prod. Chef de pub, tu es vraiment le pont entre le client. Moi, je bossais sur le budget Air France, à la grande époque du budget Air France. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre, avec les super belles campagnes de pub faites par les grands photographes, Steven Klein, Liz Collins, Nathalie Goldberg et tout. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic pour la photo. Là, en fait, je suis restée complètement scotchée.
Et là, bon, comme je suis obsessionnelle, j'ai acheté tous les magazines de cette époque. Et là, je suis allée voir. Je la cite parce que c'est important pour moi et elle le sait pas, mais c'est mon amie Isabelle Mock qui est patronne de l'achat d'art de BTC, qui est encore là-bas. Je lui ai dit, écoute Isa, il faut absolument que tu m'aides à partir de la pub. Je veux absolument bosser dans la photo. Et là, elle m'a fait rencontrer 2 personnes. Et la deuxième, c'est celle qui m'a recrutée. Et du coup, après, je suis allée dans une petite agence de photographie. Donc, une nana qui représentait des photographes. Et surtout, qui lançait un magazine de beauté indépendant qui s'appelait Gloss Magazine. Ça n'existe plus, mais ça a duré quelques années. Et là, en fait, j'ai tout appris, tout compris, tout observé. Et en fait, ce que j'ai adoré aussi, c'est passer d'une énorme boîte où j'étais un numéro lambda, personne ne savait qui j'étais, à une microscopique agence où là, dans le milieu de la photo, des agences de coiffeurs, de maquilleurs, les mecs qui bossent... Tout le monde se connaît. Ah, t'es Olivia du Gloss. Voilà, avant d'être Olivia Dupliz, j'étais Olivia du Gloss. C'est génial. Non, mais c'est vrai que ça, c'était génial parce que d'un coup, tu existes. Les gens, tu les connais pas physiquement parce que tu parles au téléphone. À l'époque, on parlait au téléphone non-stop. Mais en fait, voilà, tu existes, t'es quelqu'un. Et puis, j'ai adoré représenter ces photographes, aller sur les shootings. J'ai tout appris. Je me suis fait un œil. Voilà, parce que l'œil, il s'affûte avec les années. Ça, c'est sûr. Je connaissais pas grand-chose. Et au bout de 2 ans, je suis partie et j'ai créé ma propre agence de photographie. Donc, je suis devenue agent de photographe. Il y a 20 ans pile. Tu sais qu'en fait, j'ai déposé les statuts. J'ai regardé ça hier sur Internet. Je cherchais mon numéro de sirène et je suis tombée sur le numéro, la date de création de la boîte, 1er octobre 2003. Donc, ça fait 20 ans pile que j'ai créé cette boîte qui est toujours d'actualité puisque voilà, elle a hébergé plusieurs activités. Mais voilà, donc ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Tu as changé les statuts. C'est toujours la même boîte, mais tu changes les statuts. Très bien, c'est bien. Hein. C'est plus simple. Ouais, ok. Et puis voilà, donc j'étais agent de photographe. Alors, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, je ferais ça 5 ans max. Ok, donc tu avais quand même une idée. Tu vois, au fond de moi-même, je savais que j'étais pas tout à fait faite pour ça. J'ai eu une opportunité, j'ai eu l'occasion de représenter un monsieur qui était assez renommé, qui faisait des belles choses. J'ai bien aussi contribué à ce que ça marche pour lui. Et du coup, j'ai fait ça. Mais bon, au fond de moi, je savais que j'étais pas. Qu'est-ce que t'aimais pas? J'aimais pas le côté trop psy pour le coup, de tout le temps. C'était c'est normal, hein, c'est des boulots difficiles. Faut les accompagner vraiment. Tout le temps, ce que tu fais toi, être coach, je crois que je serais pas capable de le faire. Voilà, et tout le temps, positiver. C'est pas grave, t'as pas eu ce truc-là, mais tu vas voir le prochain. On lâche rien, on y va. Avec des gens qui doutaient beaucoup. Je crois que c'est le principe même de l'artiste, c'est le doute. Je sais pas. Moi, particulièrement, mon équipe était dans le doute. Donc, c'était vachement épuisant. Et je pense qu'au fond de moi-même, j'avais ce truc de magazine. Parce que j'avais observé comment on faisait. Ouais, j'avais vu que c'était pas... En fait, on se fait une montagne. Ouais, ça doit être super compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut un peu soulever des montagnes. Il faut surtout aller rencontrer... 80 personnes du sérail, les annonceurs, présenter ton projet, prendre ton bâton de pèlerin et puis prêcher la bonne parole, présenter ton truc. Et ça, je l'ai fait. J'étais jeune, j'avais la niaque, je l'ai fait. Et voilà, et donc Please est né. En 2007, donc, c'est ça? En 2007. Et j'ai fait les 2 1 an, genre agent de photographe. Ah ouais, t'as gardé en plus? Ouais, mais au fur et à mesure, je lâchais complètement. De toute façon, tu faisais bosser tes photographes dans Please. Voilà. Mais c'est ce qui était un peu gênant en vrai, parce que c'était pas non presque plus un conflit d'intérêt. C'était pas non plus le magazine de mon agence. Donc, j'en avais marre. Donc, ma fille est née. J'ai dit, allez, ciao, je change de life. Ça, c'est souvent, pour les femmes, c'est souvent un vrai tournant. Quand on devient mère. En vrai, là, c'était un peu le prétexte. Parce que j'avais ce truc-là. Depuis déjà. Ma fille, elle est née en 2008 et le magazine, il est né en 2007. Donc, j'ai un peu dit oui. J'ai fermé l'agence en 2008 parce que, j'ai ma vie de famille, machin. C'était pas complètement vrai. C'est bien d'avoir cette honnêteté aujourd'hui. Non, mais je suis très honnête avec moi-même. Je crois que j'ai cette qualité. Mais je pense que c'est une des qualités qui fait qu'on va loin, justement. Ouais, je sais pas. Écoute, en tout cas, je crois que je me raconte pas trop de bobards. Je sais qui je suis. C'est peut-être ça ma force, je crois. Mais c'est que je
je me perds pas dans trop de questions existentielles. Ça, je crois que c'est ça ma force en vrai, c'est que moi j'avance, j'ai envie de faire un truc, bam, je le fais quoi. Donc c'est vrai, moi j'ai l'impression que tout ce que tu entreprends, ça réussit. C'est vraiment, il y a ce truc de, parce que aussi à mon avis tu le fais au bon moment. Alors peut-être. Au bon moment pour toi et dans la conjoncture. Dans le contexte, ouais, peut-être. C'est sans doute vrai. C'est peut-être vrai. J'ai peut-être de l'intuition. Oh tiens. Je sais pas, j'en sais rien, mais oui, en tout cas, je sens les choses et enfin je sens que j'ai envie de faire quelque chose. Et voilà, donc t'es à l'écoute vraiment en fait de voilà tes sensations. Ah, complètement. Ouais, complètement à l'écoute de mes envies et tout ça. Et quand j'ai envie de faire un truc, j'y vais quoi. Et je me donne les moyens de le faire. Je le fais pas à moitié. J'y vais quoi. Alors je vais garder une question pour après sur le financement, parce que quand tu parles justement, notamment pour Please, quand tu as monté le magazine, c'est très intéressant. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce nom quand même, parce que please, alors certes ça veut dire s'il vous plaît, mais en fait moi j'entends plutôt d'abord le verbe, tu vois, voilà. Exactement. To please someone, donc c'est satisfaire, faire plaisir, séduire. Please yourself. Please yourself aussi. Exactement. C'est exactement ça, t'as tout compris. Ouais. En fait, chercher un nom de magazine, alors j'ai retrouvé il y a pas longtemps, j'ai gardé des recherches. Ouais, j'ai gardé tout, je marquais tout sur des papiers, je les ai gardés ces papiers. Donc Electric Magazine, Fantastic Magazine, il y avait plein de trucs très drôles. Et je sais pas, en fait, Please, et pourtant tout le monde autour de moi me disait c'est nul comme nom, on comprend rien, Please, mais pourquoi Please? Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que j'aimais bien le double sens d'une formule de politesse, parce que j'aime bien la politesse. Je trouve que les gens bien élevés, c'est important pour moi, les bonnes manières. Et aussi, ce côté please, faire plaisir, se faire plaisir, pleased to meet you. Tu vois, il y a un truc très positif dans ce mot. Et puis j'ai rajouté le point d'exclamation. Voilà, qui pour moi rajoute comme beaucoup. Qui est comme presque un ordre, une injonction. C'est un statement. C'est exactement ça. C'est on y va quoi. Génial, non, j'adore. Et puis après tout le choix. Qui c'est qui a fait la DA, Alors logo, le logo, c'est à l'époque. Oh là, tu vois, on va rentrer dans. À l'époque, c'était un garçon qui faisait de la direction artistique et qui s'embêtait, il bossait dans l'édition et tout ça. En fait, c'était le mari d'une copine à moi. Et il avait envie de changer de life. Et il voulait faire de la photo. Il faisait plutôt de la photo de musiciens, de groupes de rock et tout. Je lui dis, écoute, moi, je peux pas t'aider parce que là, moi, je travaille avec Cartier, Chaumet et L'Oréal, donc je vais pas pouvoir trop t'aider. En revanche, j'ai un projet de magazine. Si ça te branche, fais-moi des maquettes. Et en fait, c'est devenu le DA de Please. Ah, génial! Et donc, c'est lui qui a trouvé cette typo. Et en fait, cette typo, elle n'a pas changé depuis 20 ans parce qu'en fait, elle est indémodable. Ouais, exactement. Et alors, justement, tu parlais de bonne manière. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la section About du site de pleasemagazine.com. Donc, je vais le lire parce que je l'ai noté là. Poussé par son désir de créer une publication qui parlerait de bijoux avec créativité, raffinement et humour, le magazine a évolué, devenant au fil des années un espace de création diffusant une vision ultra fun de la mode via des éditos hauts en couleur qui mettent en scène le meilleur de la création contemporaine. Please Magazine est né peu de temps après, chroniquant le monde de la mode, mais toujours avec une touche d'irrévérence, la signature de Please. Et ce mot d'irrévérence, en fait, je l'aime beaucoup parce que je trouve que justement, il est décalé et puis il est un peu punk. Et finalement, j'ai l'impression que mais quand même, dans irrévérent, il y a révérent. Oui, et très anglais en fait, ce truc très British. Il y a quand même le respect, tu vois, des belles choses, de la mode. Moi, j'adore la mode, mais c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas sérieux tout ça, on met juste des vêtements sur des corps, tu vois. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est le côté vraiment fun et décalé et aussi respectueux, tout simplement. Donc ça rejoint un peu le please, le s'il vous plaît. Exactement. Mais avec ce point d'exclamation qui vient un peu twister. Exactement. Ouais. Bon, je crois que ça c'est un peu ma signature en vrai. Moi je crois que même quand j'avais 14 ans, je pense que je suis quelqu'un de fun, quoi. Je me prends pas au sérieux, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire la fiesta, je fais la fiesta. Je sais pas, c'est comme ça, tu vois. J'ai pas beaucoup de...
Alors, est-ce que c'est parce que j'étais dans une école de filles catholiques que du coup j'ai lâché un peu la bride et que j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai ce côté-là irrévérencieux. Rien n'est vraiment trop sérieux. Bon, évidemment, il y a des choses très sérieuses, mais pas dans ce que je fais dans mon métier, quoi. Et tes parents, ils t'ont... Enfin, voilà, ça a été comment un peu dans ton environnement ? Est-ce que tu as été encouragée ? Alors, j'ai toujours été tout le temps hyper encouragée, que ce soit mes parents ou mon mari, parce qu'il est quand même présent à mes côtés et sans lui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Mais non, mes parents, ils ont toujours au début un petit choc. Ah bon, t'es sûre ? Quand j'ai lancé ma boîte en 2003, alors qu'eux-mêmes avaient une boîte, et que la boîte de laquelle je partais était à moitié en train de faire faillite. Donc je lui dis, écoute maman, je pars d'une boîte qui va bientôt faire faillite. Donc je pense que c'est plutôt sain que je m'en aille. Ah mais t'es sûre, tu vas plus être salariée ? Bah non, mais comme toi. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Et bon après voilà, il y a toujours un petit moment de t'es sûre ? Et puis au bout d'1 mois, ils sont à fond derrière, super encourageants, c'est génial, t'es la meilleure. Et ma mère m'a toujours dit un truc. Tu veux être boulangère, tu veux être coiffeuse, tu veux être esthéticienne, je m'en fous, sois la meilleure. Yo, ah ouais. Ouais, elle m'a toujours dit ça. Ah ouais, ça met un peu la pression quand même. Ouais, après non. Mais ça booste. Ça booste et en même temps, quoi que tu fasses, on te jugera pas, mais fais-le à fond, quoi. Ouais, c'est ça surtout. En fait. Ouais, donne-toi les moyens. Ouais, bah, c'est pas la meilleure, soit la meilleure boulangère du quartier, quoi. Ouais, C'était pas non plus soit la meilleure boulangère de France, mais. Non, mais c'est intéressant, finalement. C'est vraiment ce côté de... Si tu as envie de faire quelque chose, par contre, il faut y aller. Donc, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et il faut bosser. Parce qu'on va pas se mentir, moi, je suis quelqu'un qui bosse comme une chienne. J'imagine très bien. Tu vois, hier, j'ai encore bossé jusqu'à minuit sur mon ordi. Enfin, je bosse tout le temps. Puis, on n'est pas 50. Donc, je fais on va en choses. parler aussi de l'équipe, en effet. Alors, avant de parler de l'équipe... justement, je voulais revenir sur cette notion de financement parce que la presse, donc le print, alors bon, à l'époque 2007, je pense que ça allait encore, mais c'est vrai que c'est quand même un domaine très complexe, surtout avec Internet, enfin on le sait, même si moi je pense que le print n'est pas mort, au contraire, mais c'est aussi une façon de pousser vers des magazines, des objets, j'allais dire, de plus en plus de qualité. Bien sûr. Et des niches aussi. Mais comment est-ce que tu as financé ce projet au début, en fait ? Alors, 2 choses. La première, comme je te l'ai expliqué, j'ai toujours le job d'avant a toujours financé le job d'après. Voilà. Donc, quand j'étais agent de photographe, quand tu es agent de photographe, surtout à l'époque, je gagnais bien ma vie. Et j'ai mis de côté. Et puis, mes activités d'agent de photographe ont quand même contribué à financer les 2 premiers numéros. Et j'ai quand même eu pas mal de pubs au début parce que j'avais bien prêché la bonne parole partout et que j'ai été beaucoup suivie par la place Vendôme parce qu'en fait au début Please c'était un magazine 100% joaillerie. Donc c'était ça un peu je voulais pas faire le énième magazine de mode, il y en avait 50 déjà à l'époque et mon idée c'était la joaillerie parce qu'en fait il y avait rien qui existait en images, il y avait des trucs de niche très pro B2B qui existaient mais qui étaient pas très jolis et moi je voulais faire un truc beau et donc quand je suis allée place Vendôme j'ai eu tout de suite donc les annonceurs ouais. Donc alors après là où j'ai pas eu de chance c'est que la crise des subprimes est arrivée. C'est ça. Ouais. J'ai lancé le magazine en 2007 et en 2009 fin 2008-2009 bam, là il y a pas mal d'annonceurs qui ont coupé le robinet et là j'étais un peu vexée. Je me suis dit, vous n'êtes pas capable de financer 2 numéros par an d'un magazine qui montre des belles photos de vos bijoux. Ouais. Donc j'ai été un peu fâchée. Donc j'ai changé la formule et j'ai fait un magazine un peu à la Acne Paper, beaucoup plus grand format, quasiment sans annonceur et j'avais aucun bijou dedans, en mode tant pis, voilà, je boude. Et en fait ça m'a un peu déridée parce que en fait je me suis rendu compte que la joaillerie, la très haute joaillerie, c'est très compliqué, hyper codé. Ouais. Quand tu montres une bague à 500 000 balles, il faut qu'on la voit bien. Donc la fille elle prend une pause, elle met la main devant la bouche, exactement comme ce que tu es en train de faire. Voilà, donc t'es obligé, t'es très contraint. Et puis même les photographes et les stylistes, tu leur mets 10 gardes du corps dans la pièce, d'un coup t'as plus la même créativité. Tu lui montres une nana à poil, laisse tomber, tu te fais retoquer parce que les annonceurs, ils aiment pas ça. Donc d'un coup, de plus avoir toutes ces contraintes artistiques, ça m'a hyper libérée. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment trouvée. Et là, c'est vrai que c'est à ce moment-là que Please a pris le tournant
pop, fun, pink, girly, très coloré qu'il a eu après. Les premiers numéros, je les ai pas là, mais je te les montrerai à l'occasion. Mais je connais un C'était peu. C'était beaucoup plus tristoun, quoi, beaucoup plus sérieux. Donc voilà. Donc c'est vraiment quand je me suis affranchie de cette contrainte artistique et après je suis revenue, parce qu'après j'ai re-shooté des bijoux et de la joaillerie, mais je l'ai fait mieux, je l'ai fait beaucoup mieux. J'étais moins dans les carcans de la place Vendôme, et du coup ça a libéré et ça n'a fait que gagner en qualité. Est-ce que c'est parce que toi t'as gagné en confiance aussi ? Peut-être parce que j'osais pas avant, parce que voilà, t'as la pression des annonceurs, mais quand t'as plus la pression des annonceurs, tu fais ce que tu veux. Donc, oui, mais alors quand t'as plus la pression des annonceurs, ça veut dire que t'as plus l'argent des annonceurs, alors, donc tu fais comment ? Je suis devenue entre-temps photographe, et ça a pas mal marché. Donc cette activité de photographe, tu sais, tous les magazines indépendants, allez, je les cite, mais les self-service, les Purple, ils ont tous des activités parallèles à côté. Surtout Purple. Ils font du consulting. Il est photographe aussi. Il est photographe, ils font des tonnes de consulting. Self-service, ils ont une agence de pub à côté. Injecter les fonds. Exactement. Bon, eux, ils ont beaucoup de pubs aussi, donc je pense que ça marche bien, tu vois. Mais c'est comme ça que moi, j'ai aussi financé. Il y a un levier image qui est le magazine, il y a un levier plus. Puis après, on a fait aussi beaucoup de collaborations, pas forcément sous forme de pages de pub et d'insertion publicitaire, mais aussi des numéros où tu as un sujet qui est. Allez, on va mettre que des sacs Chanel qui est payé par Chanel. On va genre mettre que publier reportage. Des publics, tout à fait officiellement, mais tu as des sujets aussi. Mais bien fait. Ouais, bien fait, totalement bien fait. Donc ça, on en faisait 2-3 par numéro aussi. Donc ça permet aussi de te payer l'impression. Ça permet. Puis après, les magazines indépendants. Les gens sont tellement contents de pouvoir avoir la liberté d'avoir un support dans lequel ils peuvent s'exprimer que, évidemment, ils acceptent de ne pas être rémunérés parce que c'est aussi un portfolio pour eux. Ça, on le sait. Mais c'est important de le dire. Ouais, c'est important de le dire. Moi, je n'avais pas un budget illimité pour les prods. Parfois, je donnais un petit peu, parfois moins. Et puis après, c'est aussi la débrouille. Tu te démerdes, tu investis un petit peu de ta propre poche parce que tu sais que tu vas avoir un super truc. Et alors moi, vraiment... Je faisais aucune censure, c'est-à-dire que je passais des séries assez longues. Les photographes, il y a encore des gens qui m'ont dit il n'y a pas si longtemps, ça manque dans le paysage aujourd'hui parce que cette espèce de liberté où il y avait des longs sujets, où il n'y avait pas trop de censure, où on y allait. Et puis aussi, moi, je suis quelqu'un je déteste le snobisme de la mode. Et j'avais pas forcément envie de mettre des noms des stars dans mon magazine parce que qui dit star dit déjà développer des fonds. Aussi. Et puis aussi des stars qui ont des caprices. Donc, et puis moi, en fait, la jeune création, les jeunes photographes, les jeunes stylistes, j'avais aussi envie de porter ces gens-là avec moi, de les emmener, et ce que j'ai un peu fait, je pense. Donc voilà, comment tout ça, c'est un peu autofinancé, avec les projets à côté un peu parallèles, et puis le job d'avant qui t'emmène au job d'après, et voilà. Et donc il y a aussi Please Radio, donc parce que c'est ça qui est drôle. Je suis très irrégulière, il faut absolument que je reprenne le podcast, que je l'ai fait à fond la première année, c'est ça. Plus donc, en dilettante la deuxième, et là c'est la troisième année, j'ai toujours rien fait. J'ai plein de noms en tête, mais... tu vois, donc tu as un podcast que j'ai écouté évidemment, que j'aime beaucoup. Alors, on a même interviewé déjà une personne en commun, c'est rigolo. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, de passer de l'autre côté du micro ? Écoute, c'est pas le même exercice. Non, c'est pas du tout le même exercice. Après, j'ai l'habitude comme de raconter un peu, c'est rien que la boutique, tu vois, de raconter un peu tes projets ou les gens qui passent que je connais, voilà, que j'ai pas vu depuis 5 ans, je leur raconte tout ça, donc j'ai l'habitude de raconter un peu mon histoire. Mais Et donc, ton podcast, pourquoi est-ce que t'as pas cette régularité ? Est-ce que c'est aussi parce que financièrement, moi, je l'autoproduis, mon podcast. Voilà, j'ai pas de pub non plus, tu vois. Le problème du podcast, c'est que il faut vraiment le considérer comme un hobby et comme un loisir. C'est ce que c'est. Et puis après, ça prend beaucoup de temps. Et puis le problème du podcast, donc si j'ai un conseil à te donner, ne loupe jamais un numéro, parce que quand tu loupes un numéro, après t'es là, bon allez, ça fait 2 mois, 3 mois, bon allez, c'est trop tard. En fait, il faut tout le temps être régulier. Mais ça,
je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai mon tableau Excel avec tout mon programme. Et vraiment, je me mets pas la pression, mais pour moi, c'est très important. C'est important. C'est-à-dire que je pense même déjà au 15 mars, l'année prochaine, ce sera les 1 an. Donc, je pense déjà, tu vois, un épisode spécial. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Faut être régulier. Je pense que cette régularité, En plus, moi, je me suis laissé cette liberté de rajouter des bonus de temps en temps. C'est-à-dire que tu en as forcément un le 15 de chaque mois, mais tu peux en avoir un en plus aussi. Donc, mais là-dessus, je crois que tu as raison. C'est le meilleur conseil de jamais louper. Quitte à faire un petit truc de 5 minutes, comme j'ai fait le 15 août. J'ai juste fait un solo de 5 minutes. C'est pareil pour les magazines et tout. Il faut jamais louper un numéro. Cette périodicité, elle est hyper importante. Là aussi, parce que tu crées un rendez-vous. En fait, on t'attend. Que ce soit tes lecteurs, moi, les auditeurs. Dès lors que tu crées cette régularité, c'est important. Et donc là, tu vas reprendre. Ouais, franchement, en fait, j'adore ça. J'adore. C'est tellement génial de passer 1h30 avec quelqu'un. On n'a tellement pas l'occasion de se poser, de discuter de fond. Puis moi, j'adore savoir qu'est-ce qu'ont fait les gens avant, quel est leur parcours. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui les a amenés là. Enfin, moi, j'écoute déjà énormément de podcasts et ce que j'adore, c'est ce côté un peu linéaire d'un chemin de vie. Ça me plaît, tu vois. J'adore ça, quoi. Moi, c'est la même chose et je trouve que là, ton parcours, il est très intéressant aussi, justement. Et alors, parce que tu disais, pour moi, Please existait encore, mais non, en fait. Alors, le Please, magazine. non, il est en stand-by. Mais tu alimentes quand même le site pleasemagazine.com. Non, j'alimente un peu l'Instagram de temps en temps, histoire d'eux. Mais non, pendant le Covid, en fait, je l'ai fait 14 ans de façon très assidue, à fond la caisse. J'étais un petit peu fatiguée et pas fatiguée, mais déjà, je l'ai fait 14 ans, c'est pour moi très très long. Et j'avais envie d'autre chose. Et puis, j'exclus pas de le refaire un jour, mais peut-être sous une autre forme. On verra, j'en sais rien. Mais j'avais envie de faire une petite pause. Alors, on a une petite galère technique, décidément. Ça commence à devenir un peu trop habituel après Isméry, où on a changé 3 fois de lieu, bref. Donc, voilà, tout s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de batterie, bon bref. Donc, on reprend. Tu parlais justement de comment tu as lancé le projet finalement de la boutique. Voilà, pendant le Covid, en fait, cette idée est arrivée. Alors, je ne sais plus si j'ai raconté le petit déjeuner ou pas avec les copines. Je crois pas, vas-y, refais-le. Bon, voilà, donc j'étais fatiguée de Please Magazine parce que j'ai fait ce projet pendant 14 ans et j'avais envie de... Voilà, ce projet de bijoux vintage me titillait et donc je suis allée prendre un café avec des copines pendant le 3e confinement chez ma copine Tiffaine. Et là, mes 2 copines m'ont dit mais t'as envie de le faire ? Vas-y, fais-le. Il n'y a rien de plus simple au monde que de faire un site internet. Donc, je me suis enfermée chez moi. J'ai passé 2-3 nuits blanches. J'ai geeké et j'ai fait au début sur un petit Squarespace mon site internet. Et on va dire que je l'ai lancé un mercredi et que le jeudi, j'ai un papier du Madame Figaro Online sur la boutique. Donc, le lendemain. En fait, Anne-Sophie Mallard, qui est une sublime journaliste passionnée de bijoux. Bon, elle travaille plus dans la bijouterie maintenant, elle est chez Piaget. Enfin, elle est plus journaliste, mais voilà, c'est une nana qui a un œil sur tout, toutes les tendances, tous les créateurs. Elle sait tout sur tout. Elle est géniale. Et elle est tombée sur Pleaseness. Elle m'a interviewée. Le lendemain, j'ai eu le papier. Le surlendemain, j'ai fait plein de ventes en ligne. 1 ou 2 mois plus tard, le printemps m'appelle. Ils lançaient à l'époque leur 7e étage, donc le 7e ciel dédié à la mode responsable. Mais c'était encore pendant le confinement ? Ouais, en fait, c'était pendant le confinement. Les grands magasins étaient encore fermés parce que j'ai fait le rendez-vous, comme toi, à la Villa Noailles, pour toi toute seule avec Jean-Pierre Blanc. Moi, j'ai fait le rendez-vous toute seule dans le grand magasin. À 14h, personne. C'était génial. Et voilà, et donc ils m'ont proposé non pas un espace au 7e étage, mais un espace au rez-de-chaussée. Et figure-toi que j'étais entre Gucci, Fendi et Louboutin, que des marques que j'aime bien et pour lesquelles j'ai travaillé, by the way, sauf Fendi. Et du coup, voilà, me voilà à vendre mes bijoux Pleaseness au rez-de-chaussée d'un grand magasin. C'est le Saint Graal, le rez-de-chaussée pour un grand exactement. magasin. C'est vraiment le lieu où il y a le plus de passages. On a fait des chiffres de dingue. C'était génial. J'étais super contente. En plus, donc c'était un pop-up. Donc
J'avais carte blanche pour la déco. T'es pas du tout obligé de rentrer dans les codes du printemps. Ah ouais, et ça du c'est coup, top parce que c'est vrai que c'est les grands magasins quand on y travaille. Moi j'y ai travaillé pas mal donc je connais. C'est que c'est évidemment tout est codé. Voilà, hyper codifié. Et puis il y a une amplitude horaire comme on disait qui est hallucinante. Ouais, c'est très dur. C'est très très fatigant. Tu vois pas la lumière du jour. Alors au rez-de-chaussée ça va, tu vois un peu, tu mais la vois un peu quand en même, gros t'es que dans cette lumière artificielle qui aussi participe de l'acte d'achat frénétique. C'est aussi une technique. C'est-à-dire qu'on sait plus quelle heure il est, quel jour on est, on achète. Voilà donc. Là, ce qui était bien, c'était comme c'était un pop-up. Enfin, au début, on est arrivé au printemps que sous forme de pop-up, donc j'en ai fait plusieurs. Et à chaque fois, ce qui est génial avec les pop-up, c'est que tu amènes toute ta déco, tout ton univers. Et là, je me suis amusée parce que ils sont venus me chercher aussi pour ça, parce qu'ils savaient que j'allais pas faire les choses à moitié. Donc, je suis arrivée, j'ai mis la moquette rose, j'ai mis les colonnes grecques, j'ai mis les bouquets de fleurs exotiques partout. Enfin, j'y suis allée à fond la caisse. Ils ont adoré. Et voilà. Et après, du coup, on a eu un corner permanent. Bon, là, c'était un petit peu moins sympa parce qu'on était au moins 1. Et d'un coup, voilà, on était un peu punis à la cave. Non, je rigole, mais bon, voilà, on a eu un corner permanent à l'étage de la bijouterie Fantasy pendant 9 mois. Ah ouais, quand même. Là, ça s'est terminé au mois de juin, donc fin juillet. Parce que comme j'ai ouvert la boutique au mois de juin, ça faisait trop pour une seule femme d'avoir ces 2 espaces. Et puis surtout, voilà, j'avais envie de capitaliser sur ma boutique, sur fidéliser ma clientèle ici, les faire venir ici. Voilà, bon, maintenant c'est mon espace, c'est ici que je vais développer. Et en termes d'équipe, justement, parce que donc c'était toi qui étais présente ou tu avais quand même une vendeuse? J'y suis beaucoup allée parce que, comme je te disais, 7 jours sur 7, 2 jours fériés dans l'année, le 25 décembre et le 1er janvier, je m'en rappelle encore. C'est tous les autres jours. Tu travailles. Le 1er mai, le 8 mai, le week-end de Pâques, enfin, tu bosses. Et donc, c'est très fatigant. Donc, j'avais évidemment 1 ou 2 vendeuses. Mais bon, j'y suis beaucoup allée parce que j'y suis au moins allée 1 ou 2 jours par semaine. J'aimais bien aussi pour sentir un peu... les clients. De toute façon, je trouve que quand tu es dans le commerce, que tu es dans le B2C, tu as besoin de connaître tes clients, de parler avec eux, de voir ce qu'ils aiment. C'est la base, quoi. Évidemment. Mais bon, j'avais des collègues autour de moi, des créatrices, que je ne voyais jamais sur leur corner. Je trouvais ça bizarre. Moi j'y allais. Bon, c'est pas ce que je préférais faire parce que, comme tu le disais, pas de lumière. Le pire, c'est pas la lumière. Tu veux que je te dise ce que c'est le pire ? C'est la bande-son. J'allais le dire, c'est la musique. Et moi, j'adore la musique et je n'en pouvais plus. C'était tous les jours la même playlist. Mis dans le même ordre, tout le temps les mêmes. Et je vais pas te mentir, en 2021 et en 2023, c'était la même playlist. Ça, je comprends pas. Le printemps, les équipes audio du printemps changer la playlist. On a des formidables musiciens, artistes. Enfin, c'est facile même de. Bah tiens, c'est ça que tu pourrais faire aussi, être consultante, tu vois, de faire des playlists. Non, j'ai des amis qui sont vraiment dans la musique, qui sont meilleurs que moi, mais c'est vrai que moi, par exemple, à la boutique, je mets des playlists et tu les changes tout le temps. Ouais, et puis les gens, ils adorent, ils chantent dans la boutique et tout, quoi. Parce que bon, évidemment, je mets que des vieux trucs un peu ringards qui me font marrer, ou du Prince, du Michael, du Shadé et tout. Mais voilà, des bonnes musiques que tout le monde aime, quoi. C'est pas, je vais pas mettre un vieux hard rock ou un vieil électro qui fait mal aux oreilles, mais bon, bref, en tout cas, l'expérience printemps c'est terminé et voilà. Et tant mieux finalement. Ça t'a beaucoup apporté en termes d'image, évidemment. Ça m'a appris énormément de choses en termes de business, de, comme on disait tout à l'heure, avoir la tête sur les épaules, les chiffres, la rentabilité, la marge, quel est ton prix d'achat, quel est ton prix de vente. Voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai appris... aussi le fonctionnement d'un grand magasin parce que voilà, moi je suis complètement néophyte. C'est une grande machine, hein. C'est une énorme machine, c'est énorme, tellement énorme que c'est trop gros en vrai, hein, mais et voilà, j'ai beaucoup appris. Voilà, mon apprentissage est terminé et maintenant. Mais c'est génial l'ordre dans lequel tu as fait les choses. Encore une fois, on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que en règle générale, une marque, elle va ouvrir, alors souvent d'abord sur Internet, maintenant, c'est ce qu'on appelle les marques digital natives, voilà, ce que tu as fait. Ensuite en propre, et après, parce qu'elles ont gagné en notoriété grâce à leur boutique en propre, elles pénètrent dans les grands magasins. C'est très rare qu'un grand magasin fasse appel, fasse confiance. Enfin, vraiment, ce qui t'est arrivé, c'est assez exceptionnel. Puis, moi, j'ai ouvert mon corner, mon pop-up en septembre 2021. Ça faisait 6 mois que que je vendais des bijoux, quoi. Donc bravo, hein, tu peux te. Non, j'ai eu de la chance.
Bah, encore une fois, j'ai une bonne petite étoile au printemps. Patricia Pinto, si tu écoutes ces podcasts. J'aime bien citer, j'envoie plein de petits messages subliminaux, mais voilà, une super acheteuse qui avait remarqué Pleaseness. Et tu sais quoi, comme quoi, en fait, c'était une dame qui m'avait contactée il y a 5-7 ans et qui m'avait demandé un magazine. Est-ce qu'elle m'avait envoyé un petit mail, est-ce que je peux recevoir le magazine? Génial. Et je lui avais évidemment envoyé et elle s'en est souvenue. Et du coup, enfin, tu vois, voilà. Tu vois qu'everything happens for a reason. Exactement. C'est très, très beau ce lien, ce retour comme ça. Comme quoi, tu vois, la politesse, faire les choses, être poli, on te demande un truc, tu le fais. Voilà, c'est... Avec gentillesse, avec le cœur, en fait. Et ça peut payer. Ouais, génial. Alors, on va revenir un peu à la boutique, justement, et un peu l'aspect business de cette boutique. Business. Ouais, let's talk business. Parce que ce qui m'intéresse, alors, c'est marrant parce que je crois que tout le monde aime savoir où tu chines. Moi, non, je veux pas savoir parce que je trouve que c'est quand même. C'est vraiment la question secret que tout le monde me pose 10 fois par jour. Ouais. Ah ben non, pas moi. Moi, je trouve que c'est génial de, tu sais, moi, de garder le mystère. Bah oui, je travaille avec beaucoup d'architectes. C'est comme si on leur demandait, alors, Opus, tu vas à quel endroit plus tôt? Tu vois, non, ils citent pas les sources, quoi. C'est la même chose. En fait, c'est quand même c'est une des valeurs ajoutées de l'expertise. C'est ta valeur ajoutée. C'est ton, tu vois, c'est ton goût, ton expertise, c'est la relation que tu entretiens aussi avec les. Enfin voilà, si c'est des vendeurs avec qui tu as l'habitude de travailler. Enfin bref, donc non, ça je vais pas te demander. En revanche, j'ai l'impression que tu achètes beaucoup. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as un rythme? Est-ce que tu as un peu est-ce que tu as une idée de plan de collection ou non? C'est vraiment juste au feeling. C'est voilà, j'achète frénétiquement. Enfin voilà. Comment est-ce que tu fais? J'achète à peu près 2 fois par mois. Je vais me faire une virée où j'achète beaucoup de pièces. Là, tu vois, dimanche, j'ai acheté 56 pièces. Ah ouais. Et est-ce que tu pars avec un budget prédéfini ou non? C'est open bar? Non, franchement, si tu vois des trucs canons, il faut les acheter. Coup de cœur, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai de la place maintenant, j'ai une boutique. Et puis j'ai de la chance, je ne vends pas des canapés, je vends des bijoux. Donc le stock, ça prend pas trop de place. Prend pas trop de place. Donc non, si tu vois un truc, évidemment, il faut l'acheter. Le stock, c'est pas bon. Après, c'est la trésorerie, mais non, j'achète. Donc après, je vais pas te mentir, je suis tout le temps un peu à l'affût. Là, tu vois, ce week-end, je vais à Londres. Évidemment, je vais aller traîner à Portobello parce que j'ai des petites adresses là-bas que je connais. Évidemment, ça va faire partie de mon calendrier du week-end d'aller y passer faire un tour quand je suis en vacances quelque part. Et évidemment, j'ai toujours un petit œil qui traîne et que je vais revenir avec quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Mais alors, j'ai pas vraiment de plan de collection. Après. Parfois, je vais avoir une folie broche. Allez hop, je vais acheter 30 carottes broches parce que je sais pas, j'ai un délire broche qui me passe par la tête. Là, je sais pas depuis une semaine, je suis sur les petites bouteilles de parfum. Enfin, les bijoux parfum, pas les miniatures de parfum comme on avait quand on était gamine. Mais je oui, suis sur les bijoux parfum. Tout à l'heure une là, je t'ai montré une broche Courrèges dans laquelle tu peux. Donc c'est une broche et tu as une place pour mettre la petite miniature de parfum dans ta broche. Genre de truc toujours te trimballer avec ton parfum. Mais j'ai un diffuseur de parfum Charles Jourdan, je te le montrerai tout à l'heure. En fait, c'est un collier que tu mets autour du cou et il y a une espèce de petit truc en éponge à l'intérieur et tu l'imbibes de parfum en plus ça diffuse. Ouais, et en plus il est sublime. Le pendentif, c'est un objet d'art en soi. Et voilà, donc en ce moment, je suis dans un petit délire comme ça. Après des obsessions, voilà. Ouais, j'ai des petites obsessions, mais voilà, c'est pas du tout des plans de collection, c'est plus. Enfin voilà, c'est l'idée du moment. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois les t-shirts upcyclés que je t'ai montré tout à l'heure. Donc cet été, on a fait des t-shirts qu'on a custom avec des petites perles. On a fait des franges voilà, très années 80. Et si t'en fais 2, ça marche pas. Il faut que t'en fasses 20 ou 30 pour que les gens ils aient l'impression qu'il y ait le choix, comme une petite collection, comme une petite capsule. Là, après, je vais faire du denim avec des strass et peut-être aussi des inclusions de tissu. Bon, il faut que j'en fasse plusieurs. Si j'en fais 2, ça marche pas, quoi. Donc, et donc, c'est toi qui couds aussi, etc. Non, alors malheureusement, j'ai beaucoup de talent, mais moi, je suis plus pixel que couture. Je suis plutôt la reine du pix que la reine du point. Et non, malheureusement, je sais pas coudre, mais j'ai avec moi une petite fée qui sait tout faire et qui sait merveilleusement coudre, qui est très créative. Et donc, je fais ça avec elle. Génial. Donc, c'est elle qui est vendeuse aussi. Exactement. Comment elle s'appelle? Luna. Super, bravo Luna. Et donc, par rapport au stock, justement, parce que tu parlais de trésorerie, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu as
parce que tu as quand même pas mal de stock, moi je vois. Et est-ce que tu fais un drop toutes les semaines, c'est ça? Un drop, c'est-à-dire est-ce que tu mets en vente sur Internet, sur le site? Non, là j'en ai fait un cette semaine, mais c'est très irrégulier. C'est un peu comme les podcasts, malheureusement. Alors que je te rappelle que tu m'as donné un conseil, c'est la régularité. Ouais, mais tu sais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je sais. Non, c'est en fonction des arrivages. Là, tu vois, j'ai fait un gros shopping ce week-end. Donc du coup, il y a eu un gros drop en début de semaine. Et puis, non, je suis pas très régulière. Après, voilà, j'essaie d'être constante dans le fait qu'il y ait tout le temps des nouveautés, parce que si les gens ils vont sur le site et qu'il y a toujours les mêmes trucs depuis 2 ans, bon, ça marche pas. Ouais. Mais non, il n'y a pas vraiment de politique de drop tous les vendredis. Drop. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay. Non. Et puis, je vais pas te mentir aussi. T'as besoin de liberté aussi, en fait. Ouais, j'ai besoin de liberté. Et puis aussi à la boutique, on vend quand même pas mal. Et puis, tu vois, il suffit que. En vrai, c'est toujours les nouveautés qui partent en premier. Donc, bien sûr, mais c'est comme sur Vinted. Ouais. Si t'as des trucs qui sont depuis 3 semaines sur ton Vinted, tu sais qu'ils vendront jamais. Et dès que tu sors un nouveau, alors après, moi, il y a pas marqué depuis combien de temps ils sont là. Non. Mais en fait, souvent ce qui est très spectaculaire ou les belles pièces, elles restent, elles partent vite, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est le challenge, c'est de renouveler avec des beaux trucs, quoi, parce que c'est ça qui est dur à trouver, c'est ça qui fait que les gens y viennent, c'est ça qui fait que la démarche est intéressante. Donc, Et alors, si jamais justement une pièce se vend pas, est-ce que tu la gardes? Est-ce que tout se vend. Okay. Tout se vend. Ah ouais, tout se vend. Génial. Tout se vend. Ça prend du temps, mais tout le monde, chaque poids à son couvercle. Non, je te jure, c'est un truc de dingue. Okay. C'est que hier, j'ai vendu une paire de boucles d'oreilles. Ça fait 6 mois qu'elle est là. Je ne la supportais plus, j'en pouvais plus. Prenez-la. Et je l'ai vendue à une marchande, quelqu'un qui va sûrement la revendre en plus. Donc, tu vois, tout se vend. Ouais. Tout se vend. Donc, alors, tiens, si elle la revend, ça veut dire que. Parce que je trouve c'est la première fois que ça m'arrive, que quelqu'un, une marchande, achète. Donc, tu vois, parce que moi, je trouve que quand même, tes prix sont assez très raisonnables. Ouais, vraiment. Ouais. Mais ça, c'est important pour moi. J'essaie d'être raisonnable. Après, on est dans le 10e, on n'est pas à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e. Et puis c'est de la seconde main, ça a la valeur que ça doit avoir. Évidemment, les pièces signées sont plus chères parce que dès que tu mets un logo Saint-Laurent, Givenchy, Guerlain, je ne sais quoi, c'est plus cher parce que c'est à la valeur de la marque, mais c'est tout. Après, j'essaie de trouver le prix juste. Ouais. Comment tu le fais? Alors ça, c'est instinctif un peu, non? C'est instinctif. On est d'accord, il y a vraiment cette notion du prix psychologique. Ouais, exactement. Puis après, il y a des colliers, quand ils sont creux, qui sont légers, tu les fais un petit peu moins cher que quand ils sont pleins. Pareil pour les boucles d'oreilles. Enfin, voilà, il y a un prix. C'est marrant parce qu'avec Luna, justement, qui travaille avec moi, on est souvent d'accord, on tombe toujours d'accord sur le même prix sans se concerter. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc non, mais il y a un prix juste. Et puis si c'est trop cher, les gens ils achètent pas. Ils ont l'impression de se faire arnaquer. Oui, quoi. tu le vois vite finalement. Tu te dis faut peut-être. Ou alors c'est une pièce dingue. C'est une pièce incroyable. Qu'on n'a jamais vue nulle part. Ça j'en ai quelques-unes, tu vois. Mais en tout cas, et alors quand tu achètes, est-ce que tu te dis là c'est trop cher par rapport au prix de revente? Voilà, ça t'arrive de pas acheter des pièces. Ouais. Quand il y a une pièce incroyable, je l'achète, mais pour moi. Peut-être qu'un jour elle finira à la boutique, mais je me dis c'est pas grave, elle n'est pas destinée à la revente. Parce que tu es collectionneuse aussi. Oui, bien sûr, je suis collectionneuse. J'en ai des tonnes, et des tonnes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les trucs qui sont à moi, je peux pas m'en séparer en fait. Dès que je les ai plus de 6 mois, 1 an, ça y est, ils m'appartiennent, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Donc tu as beaucoup trop de choses ou... Alors, ça va. Encore une fois, j'ai pas des canapés chez moi que je collectionne, mais des bijoux, donc ça va, je peux stocker. Mais non, j'en ai énormément. On va pas se mentir, j'en ai des centaines, des centaines. Oui, j'imagine. Ouais. Puis ça fait longtemps. Je suis plus toute jeune et ça fait un paquet. Quel âge tu as? Tiens, est-ce que tu veux le dire? Oui, je peux le dire. J'ai eu 49 ans il y a pas longtemps. Bravo. Voilà. Chut. Non, je rigole. J'ai entendu ce matin, j'écoutais en podcast Sophie Fontanelle qui parlait de son âge, là, de ses 61 ans. Et elle disait, ah là là, on m'a toujours dit qu'il fallait pas dire mon âge, gna gna gna.
Moi, tu sais quoi, pendant longtemps, j'ai été très coquette par rapport à ça. Je suis toujours entourée de gens qui ont surtout dans la mode. 28 ans et 37 ans, 38 ans. Enfin, mes amis, sont beaucoup plus jeunes que moi. Tant mieux. Comme Karl Lagerfeld, il faut toujours s'entourer de plus jeunes. Très juste. Et en même temps, j'assume complètement qui je suis. Voilà, on va pas se mentir. Enfin, voilà, t'as l'âge que t'as dans ta tête et que t'as envie d'avoir et tout ça. Hein. Bon, après, voilà, je suis une mère de famille, j'ai des enfants. Le matin, je dois me lever pour aller à l'école. Bon, voilà, j'ai quelques contraintes. Je connais. Mais en tout cas, cet âge, il est là aussi. Enfin, il montre aussi justement tout ce parcours. Oui, exactement. Tu vois, magnifique que tu as. Et puis, ça va plus vite, tu sais. T'as ton bagage. Ça va plus vite, tout va plus vite, on va pas se mentir. Hein. Et c'est, enfin, parce que tu disais tout à l'heure, j'aimais bien ça, le job précédent, va financer le suivant. Là, tu étais là pour combien de temps ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire après ? Alors déjà, j'ai un bail à 369, donc je suis au moins là 3 ans, sauf si c'est la catastrophe. Très bien. Et que je pars avant. Le plus longtemps possible. Je ne sais pas. Tu sais, en fait, je ne sais pas. Je te disais que peut-être aller refaire un magazine à nouveau pli sous une autre forme, peut-être pas, je ne sais pas. J'en sais rien. Peut-être que je vais finir star du rock, comme Mick Jagger à 80 ans. Non, je rigole, j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vis le moment présent. J'essaie de le faire le mieux que je peux, de le faire avec passion, persévérance. Et puis, on verra. Peut-être que je sais pas. Je vais pas dire un truc parce que faire une marque, je suis pas sûre. J'en ai pas très envie en fait au fond de moi. C'est déjà une marque un peu, non ? C'est déjà une marque. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des nouveautés tous les jours. Je m'ennuie jamais. Développer un produit pendant 2 ans, faire que ça dans toutes les argent, doré, gna vermeil, machin. Je suis pas sûre que ça va me passionner. Ça t'excite, ouais. Voilà. À propos de marque, tu l'as déposé ? Il faut que je le fasse. Tu vois, les cordonniers, les plus mal chaussés. Je sais. Quand même. Ah ouais, il faut le faire. Ouais, je vais le faire. Bah ouais. Surtout que c'est vraiment, que ce soit Please et Alors, Please est déposé. Hein. Ok. Please est déposé depuis pas le début. encore. Non, voilà. Please pas encore. Ok. Et Please Radio aussi, ou c'est dans Please ? Non, Please Radio, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, ouais, ok. Bon, Please Ness, donc ça va être un peu ton next step, là, non ? Tu vas aller sur l'INPI, là, tout à l'heure. Direct. Promis, tu m'enverras, là. La capture d'écran. Marque, voilà, dans telle et telle classe. Voilà, ok, super. Bon. J'aimerais terminer sur la question signature de ce podcast, qui est un peu quel est ton mot préféré dans la langue de ton choix ? Alors, j'ai déjà un peu une idée, mais vas-y, dis-moi. Alors, on pourrait dire please. Bon, voilà, on a déjà expliqué pourquoi. Je suis Olivia du please, donc mon mot ce sera please. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, je pense qu'il est évident. Allez, je vais dire obrigado. Merci en portugais. Obrigado. Voilà, exactement. Mais non, allez, on va rester sur please. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Lily. C'était très, très agréable cet échange. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast et longue vie au tien. Merci. et la prochaine Please Radio, Bientôt. Bientôt. Merci. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.